Dernier mercredi de septembre. En automne, il commence à faire moins chaud dans la montagne. Il est vrai que nous sommes près de 500 mètres d'altitude. Les sommets blancs du Durdura ont pris de l'importance. Hier, j'ai passé la journée à Timzerit avec les commandants de compagnie et les chefs de section pour un briefing du capitaine Vaillant en présence du chef de corps. La participation de ce dernier annonce que quelque chose se prépare. Le chef de bataillon dresse le bilan actualisé de la pacification et parle du début de la scolarisation qui, malgré le manque de moyens, semble démarrer. Le colonel prend des notes. Le bilan des pertes infligées à l'ennemi est peu important. Quelques Mousseblaïn fait prisonnier en flagrant délit alors qu'il collectait l'impôt sur la place du marché de Timzirit. Des tracts récupérés. 2 rebelles abattus dans une embuscade par une section de la première compagnie. 2 armes de guerre récupérées, un PM Stern, un fusil 303 et des documents. Le colonel Leclerc prend la parole à son tour. Messieurs, le moment est venu de passer à l'étape suivante du plan Châle. Ordre vous est donné de détoiter et de vider les villages de leur population là où l'armée n'a pas pu implanter de poste militaire. Plus de toits ni d'assistance des populations pour les rebelles qui ont survécu à l'opération Jumelle. Et ils sont peu nombreux. Ces populations déplacées, je sais bien que c'est un sale boulot, seront regroupées autour de tous les postes du secteur, et ceci dans toute la zone est algérois. Ces nouveaux villages s'appelleront centres de rayonnement. Cette mesure devrait amorcer le début des ralliements, car sans la coopération des populations, la guérilla ne peut survivre. Vous me demandez pas de moyens supplémentaires, je n'en ai pas. Un moniteur de la jeunesse sera affecté dans chaque centre pour vous seconder. Attention, ce ne sont pas des militaires. Des ordres ultérieurs vous parviendront. Vous pouvez disposer. Et il sort avec le capitaine Vaillant. Nous nous regardons en silence. Le problème ne va pas être facile à résoudre. Je commence à me faire du souci et les nuages s'amorcellent sous mon crâne. C'est pas une petite affaire. Après un frugal repas de cohésion, nous regagnons nos postes respectifs avec la Jeep de la compagnie. Je pénètre dans la petite cour intérieure. À la tête de mes hommes qui me regardent à la dérobée avec des mines de circonstance, des demi-sourires, je me doute qu'ils me cachent quelque chose. Sans insister davantage, je me dirige vers ma mechta. Je soulève la porte-rideau. Et que vois-je contre le mur près de mon lit picot? Une petite cheminée flambant neuve en briques fraîchement passées à la chaux. Pour une surprise, c'est une belle surprise. Du coup, j'oublie mes soucis de regroupement. Ils sont tous là, dans l'entrée, les derniers sur la pointe des pieds pour voir par-dessus les épaules des autres. Ils attendent ma réaction. Je suis ému, c'est un beau cadeau, avec les moyens du bord. C'est super, les gars. Je ne suis pas prêt d'oublier cela. L'hiver n'est pas loin. Je vais pouvoir me chauffer. Quel est l'artiste qui a construit cette petite merveille? C'est Camillo, répondit Petit-Jean. Il est maçon dans le civil. Toute la section a récupéré des briques à droite et à gauche, avec l'aide d'Esposito et de Beaufils, qui sont rentrés tout frais de leur permission. Ils l'ont monté pendant votre absence en une demi-journée. Ils avaient peur que vous n'arriviez pendant les travaux. Attention, ne l'essayez pas avant quelques jours. Il faut lui donner le temps de sécher. Merci à tous, vous m'avez fait grand plaisir, et j'aimerais bien
que vous en construisiez une dans chacune de vos mechtas, car en hiver la chaleur animale ne suffit pas. Je vous aiderai à vous procurer le matériel nécessaire. Camillo a implanté la première cheminée digne de ce nom dans un village kabyle. Quand elle fonctionnera, je la montrerai au conseil des anciens. Pour Camillo et vous tous, hip hip hip, hurrah, une tournée générale de bière sur mon compte. Et tous de trinquer dans la bonne humeur générale. Il faut dire qu'en matière de chauffage, les Kabyles sont plutôt spartiates. Le foyer consiste en un évidement en forme de cuvette au milieu de la pièce, dans le sol en terre battue où on allume un petit feu de bois. La fumée s'évacue, comme elle peut, par les interstices du toit. En tous, les yeux piquent, on est rapidement fumé comme un jambon. J'aurais préféré grelotter de froid. Ma pièce commence à avoir belle allure, d'autant plus que dernièrement, j'ai récupéré un vieux coffre en bois que j'ai peint en bleu. Dessus trône la photo de Jocelyne. Au mur, j'ai pendu un foulard jaune à côté des petits sous-verts où joue mon bébé. Quelques poteries kabyles viendront agrémenter le tout. Donc, en ce beau mercredi matin, je m'apprête à accueillir mon invité et son escorte. Il est grand temps d'imaginer un repas amélioré. Je me concerte avec Camillo, qui fait la grimace. J'ai pas grand-chose de potable. Le frigo est dégueulasse et insuffisante pour tout le monde. Par contre, j'ai des patates correctes. Dites donc, Camillo, tu ne vas tout de même pas nous mettre aux patates bouillies? Ah, si seulement j'avais de la viande fraîche ou seulement de la volaille. Si je t'apporte 2 gros coqs, ça irait? Impeccable. Je vous mijoterai un coq au vin avec des pommes de terre. Où sont les coqs? Attends, ils vont venir. Je me précipite vers une mechta de ma connaissance, dont les occupants vendent quelquefois des produits de leur poulailler. Après un rapide marchandage, car il faut toujours marchander, le fellah pleure sur la disparition de 2 coqs sur 4. Et les poules, mon lieutenant, dit-il. Je repars contre espèce sonnante et trébuchante avec mes 2 coqs fraîchement égorgés. Je pense qu'aucun de nous n'aurait voulu se charger de la besogne. Je les laisse à leur cuisine pour aller faire un petit tour au village, histoire de prendre la température en attendant l'ami baron. Youssoufa officie dans son école et j'entends un chœur de voix enfantine, compter 1, 2, 3, 4. Je jette un coup d'œil vers le dispensaire. Foulant, enfermé avec un malade, lui prodigue plutôt sa science. 2 femmes, des marmots couverts de mouches dans les bras, attendent leur tour. Sur le pas du café mort nouvellement installé, Si Mohamed, un plateau d'aluminium à la main, apporte du café fumant dans des verres à un groupe d'anciens accroupis à même le sol, drapés dans leur djellaba. Il le sirote avec une bruyante aspiration des lèvres. L'épicerie Abdallah fonctionne à plein rendement et nombreux sont les clients qui viennent acheter des épices, du sel, du tabac. J'aperçois même des bocaux ronds, en verre, remplis de bonbons multicolores vers lesquels louchent les gamins, mais ils resteront sur leur envie car les parents ne peuvent acheter que le nécessaire. Je me sens rassuré, le système fonctionne. La Djama reflète l'image d'un village qui semble retrouver une âme. Mais tout va se compliquer à nouveau avec l'arrivée de la population de Tachtiwin. Enfin, vivons le moment présent. En tout cas, les Felouzes se font oublier, et tant mieux. À midi, comme prévu, la Jeep de Baron freine devant le poste. Il est accompagné de 3 hommes. Il tient à la main, enveloppée dans du papier journal, la bonne bouteille promise. Je confie l'escorte à Petit-Jean, qui leur offre une 33, tandis que je pénètre avec Baron dans ma mechta. Il siffle. Dis donc, mon vieux, tu ne te refuses rien, c'est un véritable palais. Tu as même une cheminée, c'est fantastique. Je ne suis pas aussi bien installé, hein. Je débouche sa bouteille avec un couteau suisse.
Le Bourgogne coule dans nos verres, c'est du Volnay, et nous trinquons à nos amours. Camillo en personne entre, tenant 2 assiettes remplies à ras-bord de 2 énormes portions de coq au vin, dont le fumet nous fait venir l'eau à la bouche. Il est génial ton cuistot, Fortu. Ce coq au vin va entrer dans l'histoire. Il vaut le déplacement. El Azib El Majden va figurer dans le guide Michelin. Au-dessus, la sentinelle gueule. Eh les gars, ne bouffez pas tout. Gardez-moi ma part. C'est prévu. On l'a mise de côté, lui répond Serpillon. Où vit ta femme, Fortu? Elle est chez ses parents à Montpellier. C'est là qu'ils se sont installés en rentrant de Tunisie. Eux n'ont pas eu de problème car ils étaient fonctionnaires. Mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Mon père, fonctionnaire aussi, a été nommé à Nevers. Et toi, d'où es-tu, honorable Pathos? Né en métropole? Je suis de Besançon. Et avec mon diplôme de dessinateur industriel, je pense trouver du boulot dans une entreprise de la région à ma libération afin de pouvoir me marier. Où iras-tu quand tu auras fini ton temps? C'est pas difficile, je suis instituteur titulaire et en quittant la Tunisie, j'ai été affecté à l'académie de Laon, presque chez les Belges. Imagines-tu un pied noir vivant sous ces latitudes? Bof, tu sais, on se fait à tout. Non, je vais demander mon exéate pour l'Algérie. Le grand Charles a promis qu'elle resterait française, ce sera mon pays d'adoption. De plus, d'après ce que j'ai pu voir, il y a beaucoup à faire dans le domaine de la scolarisation. J'ai perdu mon pays natal, mais j'ai trouvé l'Algérie. C'est un pays magnifique. Et j'essaierai tout simplement d'avoir un poste à Borj Minayel ou à Tizi Ouzou. Je n'ai encore pas parlé de mes intentions à Jocelyne, mais il va falloir que j'arrive à la persuader à ma prochaine permission. Que Dieu exauce tes vœux, Fortu. Mais je n'ai pas une grande confiance en cette idée de référendum d'autodétermination. Au contraire, le résultat ne peut être que positif. Regarde autour de toi. On a détruit 80% du potentiel militaire du FLN. Les populations sont sous la protection quasi totale de l'armée. Il y a encore du pain sur la planche, mais le plus gros du parcours est fait. Et puis 1 million de pieds noirs, ça compte. Ils sont la cheville ouvrière de l'Algérie française. Inch'Allah, Fortu, parlons d'autre chose. Quel âge a ta petite fille? L'heure tourne, il est bientôt 17 heures, et mon copain doit regagner Afir avant la tombée de la nuit. Nous sortons, les joues rosies par la bonne chair et le vin. Baron ramène son chauffeur et son escorte, dont les belles couleurs prouvent qu'eux aussi ont fait la fête. La Jeep s'éloigne en direction de Djerra. Je retourne vers Camillo qui dirige la corvée de vaisselle avec sa grosse voix. Tous les mêmes. Vous voulez manger, mais pas laver les plats. Feignant. Astiquez-moi tout ça, hein? Carpentier et Moreau s'activent en boudant. Bravo Camillo, ton repas était excellent. Le lieutenant Baron a dit que tu figureras bientôt dans le guide Michelin. Il ne me répond pas, mais je sais qu'il est fier de mes compliments. Il me glisse tout de même perfidement. Et le Bourgogne, il était bon? Je ne réponds pas. J'aurais dû lui en offrir une lichette. Rien n'échappe à ce gaillard. Soudain, l'euphorie s'évanouit. Des coups de feu lointains nous parviennent. Rafales saccadées de FM. Coups de fusil. Baron a dû tomber dans une embuscade. Je hurle. Alerte! Tout le monde en armes au galop. Serpillon lance un message à radio en flash. Extrême urgence au PC de la dunette marron. Accrochage en cours entre Azib El Majen et Djerra. Marron 2 se dirige immédiatement à pied sur les lieux. En quelques secondes, les hommes sont rassemblés en armes, la mine farouche. Tout à coup, une fumée noire s'élève à l'horizon, en gros, à 2 kilomètres. Cette couleur peut bien être celle d'un véhicule en flammes. En avant, arrochez-vous les poumons. Les coups de feu ont cessé. Nous dévalons la piste sous les yeux des villageois qui regardent tous vers l'incendie. Nous courons de toutes nos forces au secours de nos camarades en danger de mort. Il ne peut s'agir que du véhicule de Baron.
J'ai les poumons en feu, un goût de sang dans la gorge. La fumée se rapproche, on n'entend plus rien depuis 10 minutes. Dans un rugissement de moteur venant de derrière nous, 2 jeeps chargés d'hommes en armes nous doublent sans ralentir. C'est l'élément d'intervention rapide de Timzirit, alerté par Serpillon. Mon Dieu, que vont-ils découvrir? Nous déboulons à notre tour sur les lieux du drame. Le spectacle est affreux. Dans un profond silence, l'élément d'intervention entoure une scène que j'aurais pour la vie devant les yeux. Sans un mot, époumoné, je m'approche de la carcasse fumante. À côté, 4 cadavres, exsangues, gisent nus, les membres disloqués, criblés de balles. Ils ont été égorgés, et pour comble d'horreur, leur sexe a été tranché et enfoncé dans leur bouche. Des ruisseaux de sang partout. Des soldats pliés en deux vomissent de dégoût. Pauvres morts profanés. J'ai les yeux pleins de larmes. Baron, qui tout à l'heure me parlait de sa fiancée, de sa mère, et ces soldats qui eux aussi ont de la famille quelque part en France. Je tremble de rage et de dégoût de voir qu'on puisse se livrer à de tels actes de barbarie. Ça, des soldats, des bouchers plutôt, qui ne respectent aucune valeur, alors que leurs familles sont respectées dans mon village. On peut tuer quelqu'un à la guerre, mais une fois mort, il est respectable. Le goût de sang dans ma bouche devient plus fort. Je vous vengerai, mais sans déshonorer mon uniforme. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.